l'inauguration de l'agence de l'OPHM des Guilans. Merci à vous donc d'être venus pour un moment qui est d'abord un moment d'explication et de dialogue entre la ville, l'OP et les habitants du Clos français. Je suis venue souvent dans le Clos, mais pas pour rencontrer les habitants. Au moment où nous avons pris la décision de racheter le Clos et de faire en sorte que soient réintégrés dans le parc social des logements dont l'avenir n'était pas si clair que ça. Certains avaient affirmé qu'il s'agissait bien toujours de logements sociaux, mais en vérité, il y avait un gros doute sur leur conventionnement dans le temps et sur le fait que les habitants qui occupaient ces logements pourraient y rester dans les mêmes conditions que par le passé. Je suis très heureuse que ce dossier ait pu être mené à son terme. 600 logements du Clos français sont donc revenus dans le giron de l'OP. Et je crois que c'est évidemment cela d'abord qu'il faut retenir au moment où nous inaugurons cette nouvelle agence qui vous est destinée, à vous, les habitants du Clos, à vous, les habitants de Résistance et de Lannou. On est bien dans un service de proximité. Évidemment, c'est à Daniel Mossman, le président de l'OP, à Jean-Paul Bléry, son directeur, de vous expliquer les détails du fonctionnement de cette agence. Cette inauguration, elle illustre l'ambition de notre politique pour le logement. Il n'est pas de déplacement sur le terrain au cours duquel une famille, 2 familles, 10 familles, 20 familles ne nous demandent pas mais où en est mon dossier de demande. Daniel n'arrive plus à mettre le nez dehors. Nous avons pratiquement 6500 demandeurs de logements sociaux. Certaines familles attendent 6 ans, 7 ans, 10 ans. D'autres s'entassent pendant des années dans des logements trop petits, espèrent de la bourse d'échange qu'elle pourra leur permettre d'accéder à un logement plus grand, sauf que les familles qui ont la chance d'avoir un grand logement, en général, elles y restent. D'où notre volonté à la fois de construire des logements nouveaux à Montreuil, mais aussi de réhabiliter les logements anciens qui se dégradent au fil du temps. Effort de construction. Nous nous sommes engagés sur 3500 constructions neuves sur la durée du mandat, en respectant scrupuleusement le pourcentage de logements sociaux qui fait la fierté de la ville. 35% minimum, 40% peut-être demain de logements sociaux, ça nous paraît tout à fait jouable, tout à fait gérable. Ces efforts de logement, ils ne sont pas toujours bien compris. Ceux qui ont la chance de n'avoir qu'un grand jardin en face de leur immeuble ne voient pas toujours d'un bon œil la construction d'un immeuble de plus. Et donc le défi, c'est de concilier des constructions de qualité et des espaces publics de qualité aussi. Si on regarde cette cité ici, par exemple, on se rend compte qu'il y a un énorme travail à accomplir pour que les espaces publics soient à la hauteur de vos attentes. Et c'est vrai que entre les bancs qui sont dévastés, les allées qui sont bosselées et les espaces publics qui sont piètrement entretenus, on mesure effectivement notre marge de progression. La crise du logement à Montreuil, elle s'accompagne aussi d'une autre crise. Dans le parc privé comme dans le parc social, on a un gros retard pour ce qui concerne l'équipement des logements et la remise à niveau des logements. Et donc, nous avons voulu aussi relancer un grand programme de réhabilitation des logements anciens. Nous avons inauguré samedi la réhabilitation des logements de la Cité de l'Espoir. Plus de 600 logements, là encore, qui ont fait l'objet d'un gros programme de rénovation, 12 millions d'euros, c'est pas rien, pour permettre de changer les huisseries, de remettre à niveau les ascenseurs, de réduire de façon massive les charges de chauffage et de fluide pour les familles, parce que c'est aussi une façon de redonner du pouvoir d'achat et du pouvoir de vie que de faire baisser les charges. Au moment de payer, on ne se dit pas je paye d'un côté mon loyer, de l'autre côté mes charges. On se dit j'ai mon budget qui est amputé de 30% et c'est beaucoup. Et tout ce qu'on peut gagner évidemment est bon à prendre. Donc nous allons poursuivre ce travail. Ça n'est pas facile, je peux vous le dire, parce que le budget de l'État pour le logement, chaque année, il diminue. L'année où nous devions engager la réhabilitation de la Cité de l'Espoir, c'était moins 9% pour le budget du logement en France. Et il faut faire avec quand même. On va y arriver. On va y arriver. Surtout qu'il nous faut aussi des logements pour les étudiants, pour les personnes âgées,
pour les personnes handicapées, pour les personnes les plus défavorisées. C'est donc une offre globale que nous devons réaliser. Alors, mon discours me conduit à remercier tout un tas de gens qui se sont bougés pour permettre effectivement le rachat de la cité et l'aménagement de l'antenne. Mais je vais laisser Daniel remercier toutes ces personnes. Mais je me contenterai de remercier Jean-Paul Bléry, le directeur de l'OP, et ses équipes. Et j'ai vu en discutant avec quelques locataires que la qualité du travail des gardiens et des agents, elle est aussi saluée. Je manquerai à tous mes devoirs si je ne disais pas quelques mots des difficultés qui sont devant nous. Premier dossier difficile, les encombrants. Les encombrants. On a tendance à oublier le passé. On a l'impression que la formule antérieure, un jour de collecte par mois, c'était formidable. Moi, je me souviens de ce que c'était avant. On récoltait plus de déchets et d'encombrants le jour de la collecte des encombrants, mais la réalité, c'est qu'il y avait aussi des tas tous les jours du mois. Et que les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas le courage de passer un coup de fil au service pour qu'on vienne chercher leurs encombrants, n'avaient pas non plus le courage d'attendre un mois le jour de passage des encombrants. Le système du passé ne fonctionnait pas très bien, le système actuel ne fonctionne pas très bien, et nous sommes en train de travailler avec l'agglomération pour mettre en place un système amélioré. En gros, on aura ceinture et bretelles, la collecte des encombrants un jour par mois et la collecte sur appel. Mais est-ce que ça va suffire à convaincre les artisans indélicats qui rentrent le soir avec la camionnette et qui déchargent des sacs de gravats au bord des trottoirs de changer leur comportement? Est-ce que ça va convaincre ceux qui ont eu le courage de mettre un meuble Ikea dans la voiture que le carton du meuble Ikea ne peut pas être simplement déposé au pied de l'immeuble? Est-ce que ça va convaincre ceux qui n'ont même pas le courage de tendre le bras pour mettre le sac de déchets ménagers dans le pave? C'est la question que je vous pose. Donc on a un travail considérable qu'à accomplir, qu'un travail de citoyenneté, d'éducation. J'entends des gens qui se plaignent du coût, effectivement, du traitement.